Roma, a maior cidade do mundo da antiguidade, com 1 milhão de habitantes. Para fazer face a tal concentração urbana, os romanos imaginaram soluções surpreendentes a fim de facilitar a vida cotidiana. Edifícios de habitação de vários pisos, rede de água potável, estradas e ruas pavimentadas, reservas alimentares, espaços de lazer. Nós somos os herdeiros dessas inovações. Grandes construtores, os romanos revolucionaram as técnicas de construção com materiais inovadores, instrumentos de medição e máquinas extraordinárias. À imagem de Vitrúvio ou de Apolodoro de Damasco, uma série de cientistas geniais foram os fundadores de um verdadeiro pensamento tecnológico. Há 30 anos que uma equipa da Universidade de Cannes tem por missão decifrar os segredos desta genialidade romana. Passo a passo, tem vindo a criar uma planta de Roma antiga, em 3 dimensões, para que a cidade eterna possa renascer em todo o seu esplendor. Esta aventura científica começou com uma imensa maquete em gesso, protegida como se fosse um tesouro nacional. Esta planta em relevo, construída por Paul Bigot no começo do século XX, representa Roma no ano 320 d.C. Esta maquete é uma fonte de inspiração para Sophie Madeleine e Philippe Fleury. Regarde si tu as des détails par ce côté-là, là, tu vois? Juste celle-là, mais je meurs. Ah, c'est bon, j'ai tout. La première fois que j'ai vu la maquette de Paul Bigot, c'est ce sentiment extraordinaire de survoler en avion une ville antique. Et ça a été l'impression forte, cette vue d'ensemble de toute la ville à l'époque du IVe siècle. C'est une maquette qui est exceptionnelle, d'abord par sa rareté. Il n'y en a que 2 autres dans le monde comme celle-ci. C'est une maquette qui est exceptionnelle par sa beauté aussi. Elle a suscité bien des vocations de chercheurs. Paul Bigot a fait la somme de tout ce que l'on savait à son époque sur l'urbanisme romain, sur la topographie de la ville de Rome. Finalement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut essayer de mettre à jour la maquette de Paul Bigot sans y toucher? Et c'est là que peut intervenir la réalité virtuelle. Estes 2 académicos trabalham desde há 30 anos com uma equipa de informáticos e designers gráficos na reconstituição de uma Roma do século IV, ainda com mais pormenor e realismo. Nicolas, vous pouvez lancer Trajan? Avec la réalité virtuelle, on peut s'immerger au sens propre, c'est-à-dire entrer dans la maquette. Ici, on a l'échelle 1, c'est-à-dire qu'on voit le forum de Trajan, non pas en modèle réduit, mais comme si on y était. Alors, on va à la fois pouvoir expérimenter un certain nombre de choses, des points de vue, des éclairages, et puis on va pouvoir aussi représenter à l'échelle humaine ce qu'était une place immense comme celle-là, lumineuse à son centre, ombrée, avec un ombrage agréable sous les portiques. On se rend compte tout de suite de la dimension, de la hauteur extraordinaire. C'est ça que rend la réalité virtuelle. Vas-y, avance, je vais voir. Encore, attends, encore. Ne me fais pas tomber. Hein. Encore un petit peu. Allez, voilà. Oh, stop. Ah ouais. Voilà. Et là, on voit tout ce qui se passe en bas, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. A sua ambição é compreenderem como os romanos conseguiram construir esta capital, que é diferente de qualquer outra. Sophie e Philippe já reconstituíram perto de 80% da cidade antiga e preparam-se para voltar à Itália para concluírem a sua maquete.
À chaque fois qu'on part à Rome, c'est un petit peu une nouvelle aventure. On se sent un peu dans la peau d'un détective. C'est au moment où on va être sur place qu'on va aller chercher les indices, qu'on va essayer de comprendre pour pouvoir tout ramener à l'équipe d'infographistes qui pourra après passer à la restitution. Há vários anos que os dois cientistas exploram, estudam e fazem modelos da cidade de Roma. Mas ainda têm muitos mistérios para desvendar. Cada vestígio é uma ocasião para recuar no tempo. Estão a chegar às termas de Caracalla, um dos maiores complexos termais da cidade, construídas no século III depois de Cristo. Sophie e Philippe preparam uma nova campanha de levantamentos que deverá começar dentro de dias. C'est toujours étonnant hein, quand on arrive là, de voir l'immensité de ces salles. Je trouve ça sidérant. Tu vois, ce qui m'épate le plus, c'est que le modèle virtuel, je le connais par cœur. Ouais. Et ben, quand j'arrive là, c'est énorme. C'est ici, vraiment, c'est dans la ruine que tu mesures L'immensité de la structure. De cette construction, c'est vraiment fabuleux. Os dois académicos já reconstituíram a zona pública das termas. Tiens, passe-moi le masque. Je voudrais regarder ce que ça donne au niveau de la voûte du frigidarium dans la grande salle froide. C'est vraiment la restitution virtuelle qui va me permettre de voir la hauteur. Ah là là, ouais, ça change tout. Hein. En fait, tu vois, déjà tout à l'heure, ça me paraissait grand, mais là, je me sens vraiment toute petite. A decoração mural, os revestimentos, os mosaicos não foram escolhidos ao acaso. Esta reconstituição foi realizada com um grande rigor científico. Sophie e Philippe estudaram os textos antigos, analisaram as descobertas arqueológicas e efetuaram no local milhares de medições para chegarem a este resultado. As termas de Caracalla recebiam diariamente milhares de romanos. Era um local de convívio social. As mulheres frequentavam-nas de manhã e os homens à tarde. J'ai 1, 2, 3... Ouais, c'est ça. J'ai 4 piscines d'eau froide. J'ai la grande voûte au milieu. Ah, puis on va aller dans le caldarium. Alors ici, on va arriver dans la grande salle circulaire qui est la grande salle chaude. C'est l'équivalent d'un grand sauna. Et le feu est allumé sous le sol. Ça veut dire que le sol est brûlant. On devait atteindre les 50 degrés. Là, les murs sont chauds, le sol est chaud. La piscine, ouais, je vois même l'eau des bassins là qui fume, avec l'eau qui est chauffée dans les sous-sols. Debaixo dos seus pés, a 6 metros de profundidade, encontrava-se o sistema de aquecimento destas termas gigantescas. É a parte menos conhecida destes banhos públicos e nunca ninguém realizou a sua modelização científica. Le défi pour l'équipe, pour cette année, c'est de comprendre le fonctionnement technique des thermes. Parce que la pièce en elle-même n'a pas de sens sans tous les systèmes de four, de chauffage qui permettent d'avoir cette salle chaude. Le sol est chauffé, les murs sont chauffés. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est descendre dans les sous-sols, retrouver les fours, comprendre comment ils fonctionnent, prendre toutes les mesures pour pouvoir les restituer. Depois de obtidas as últimas autorizações, os dois académicos poderão descer ao subsolo para fazerem reviver uma das maquinarias mais complexas da antiguidade. A modelização virtual permitiu-lhes também fazer aparecer paisagens urbanas. Como aqui no Fórum, o centro da vida política, económica e religiosa no tempo dos romanos. Sophie e Philippe vêm efetuar algumas verificações. Bon, bah là, dis donc, on arrive vraiment au cœur battant de la cité. On arrive plein cœur du forum avec du monde comme devait y avoir à l'époque. Hein. Ça grouille en fait. Hein.
On est vraiment sur la Via Sacra, c'est la rue la plus importante du Forum romain. On est sur les Champs-Élysées de la Rome antique. Bon, là, il faut vraiment qu'on se positionne précisément. Je te laisse installer la GoPro. Alors, attends. C'est parfait, là. C'est parfait, bon là. Ouais, c'est bien. Ça va nous permettre de vérifier à partir de notre modèle si dans le modèle, on voit bien tout ce qui est encore là aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que tous les éléments encore visibles aujourd'hui se calent parfaitement dans le modèle virtuel. Donc il faut que le 360 que l'on prend tout de suite corresponde au 360 qui va être virtuel. Il faut que tout ça se soit parfaitement calé. 5, 4, 3, 1, 0. A imagem digitalizada deverá validar o seu último trabalho de reconstituição. Tudo parece encaixar-se perfeitamente. Bon, me voilà dans la Rome du IVe siècle après Jésus-Christ maintenant. Là, la basilique julienne, le temple de Saturne, oui, qui est impressionnant de hauteur et puis qui cache complètement la vue vers le temple de Jupiter. Et puis on voit bien les 3 temples au-dessus qui dominent le forum. Ah, c'est formidable de se donner, d'avoir ce sentiment que ce que voyaient les Romains quand ils étaient là, au milieu de cette place, ben c'est ça. C'est émouvant en fait de se retrouver comme ça. On a l'impression d'être tout d'un coup, d'avoir remonté le temps tout d'un coup là. A modelização que fizeram do Fórum permitiu-lhes até resolver uma importante controvérsia histórica. Qual a divindade que protegia o Fórum? Júpiter ou Vénus? On a toujours dit que c'est le grand temple de Jupiter sur le Capitole qui domine le Forum. Et quand on remet en 3D, le temple de Jupiter, on ne le voit pas. Il est masqué par le temple de Saturne, il est masqué par le temple de Vespasien. Je ne le vois pas. Et lui, ce temple de Vénus-là, il y a encore 2 ans, on ne savait pas où il était. Et maintenant, on sait qu'il est là. Et ça change complètement la perception du Forum. Un truc sur lequel on peut se dire, ça fait 100 ans qu'on le connaît, il n'y a plus rien à faire. Ben voilà, grâce à la 3D, on dit, bah non, c'est plus un temple de Jupiter, c'est un temple de Vénus. Ça change l'histoire. C'est plus Jupiter, le dieu des dieux, le père Jupiter, qui va dominer le Forum comme ça, qui va dominer le peuple romain. C'est Vénus. C'est Vénus, une déesse féminine, la déesse du plaisir aussi, la déesse de l'amour, qui va dominer toute la vie du Forum. A Roma do século IV, reconstituída por Sophie e Philippe, era uma megalópole. Contaria com 600.000 cidadãos e 400.000 escravos. Era, na época, a cidade mais populosa do mundo. Como se podiam deslocar num ambiente tão compacto? Qual a melhor maneira de organizar o espaço? Como superar este desafio urbanístico? Para o fazerem, os romanos tinham à sua disposição um panorama geral da sua cidade, um imenso mapa topográfico. Esta planta, exposta aos olhos de todos, estava numa das salas do Templo da Paz. Tinha 18 metros de altura por 13 de largura e estava gravado sobre lajes de mármore. Este mapa, denominado Forma Urbis, data do início do século III depois de Cristo. Foi a primeira vez na história da humanidade que uma cidade foi assim representada. A forma Urbis fascina desde há muito Giulia de Palma, uma arqueóloga especialista em paisagem urbana antiga. Possiamo dire che in un'età in cui manca il satellite e il GPS, avere una rappresentazione così fedele dello spazio urbano ci appare qualcosa di straordinario. Si tratta di un documento fondamentale, ci permette di comprendere il modo in cui lo spazio era organizzato.
Vi vediamo edifici pubblici, come pure spazi destinati alle attività ricreative, luoghi di spettacolo, terme, teatri e naturalmente anche spazi privati, ad esempio residenze o sepolcri, e in particolare tutta la viabilità che lega tra di loro queste differenti entità e che costituisce il tessuto urbano. As estradas estruturavam o espaço romano, quer em Roma, quer para lá das suas muralhas. Como o testemunha a Via Ápia, no sul da cidade. É a estrada pavimentada mais antiga do mundo. Foi construída em 312 a.C. Na antiguidade, a Via Ápia era denominada a Rainha das Estradas. Esta estrada permitia ir da capital a Capua e depois a Brindisi, a 540 km de distância, em apenas uma dezena de dias. Uma proeza devida ao talento dos engenheiros romanos. I tratti conservati di basolato ci permettono di ammirare l'ingegneria dei romani costruttori di strade. Guardate, la Via Appia presenta ancora oggi su alcuni tratti il basolato d'origine, ovvero lastre di rivestimento del manto stradale. In questo caso si tratta di pietra di origine vulcanica, perché vulcanica era la pietra disponibile sul luogo. Pietre che venivano estratte in questa stessa zona e quindi tagliate in modo tale da coincidere perfettamente tra di loro e ottenere una superficie il più possibile piana, liscia. Basta guardare, osservare più attentamente per vedere come queste lastre coincidono tra di loro. Quindi c'è un lavoro di taglio della pietra impressionante se consideriamo i chilometri di strada. Possiamo vedere ancora oggi le tracce del passaggio dei carri che per secoli hanno attraversato il tracciato della Via Appia. Guardate, ne abbiamo ovunque. Per garantire un traffico il più possibile fluido, i romani cercano di ottenere, di creare delle strade il più possibile rettilinee e evitare i grandi salti di quota. Per questo non esitano a costruire ponti e sostruzioni per far sì che il tracciato fosse il più possibile piano. E questo è il caso della Via Appia. Uma estrada plana e o mais direita possível. Ao longo dos séculos, os romanos constroem uma vasta rede viária, que no apogeu do domínio romano tem mais de 320 mil quilómetros. Estas estradas eram as artérias do Império. Sem elas, Roma não teria de certo conseguido conquistar e controlar um tão vasto território. Vitais para a deslocação dos exércitos e para o comércio, eram também o símbolo do poder imperial. Os engenheiros vão pôr a sua ciência herdada dos gregos ao serviço do urbanismo, da rede viária, das construções imperiais. O pensamento matematiza-se e isso vai ter consequências diretas na vida cotidiana dos romanos. Os cientistas pensaram demoradamente na maneira de alojar em Roma 1 milhão de pessoas. A densidade populacional era enorme, mais de 55 mil habitantes por quilómetro quadrado, 20 vezes superior à da Roma atual. A solução foi construir em altura. Mas em que condições viviam os habitantes destes prédios? Sophie Madeleine dirige-se para Ínsula Capitolina, dos raros vestígios dos alojamentos do povo em Roma. C'est vraiment émouvant d'être là parce qu'on touche l'habitat, on est vraiment chez les gens
Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'on est dans un immeuble à plusieurs étages, dans un endroit qui était loué. Il faut imaginer que ceux qui habitaient là n'étaient pas fortunés, qui habitaient dans des endroits sombres, humides, comme on le voit aujourd'hui. C'est vraiment incroyable d'être ici. Alors là, on vient d'entrer dans l'Insula, donc on est dans la partie habitation, on a monté un escalier, et là, je suis dans le couloir. Donc en fait, j'ai chaque appartement de chaque côté du couloir. Si je m'avance un petit peu, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les lampes à huile sur les murs. Alors si on tourne sur la gauche, on va pouvoir entrer dans un des appartements. Ah oui, et là, en fait, là, je retrouve le mobilier comme on le voit décrit dans Martial, dans Juvénal, des poètes du 1er siècle après Jésus-Christ. On va avoir une table là, avec peut-être des tablettes, des rouleaux, une armoire avec un petit peu de linge. À Ostie, on a retrouvé une petite centaine d'immeubles d'habitation. Et sur les premiers étages, on a encore l'escalier. Je peux passer la porte, je vois comment les pièces sont réparties, comment s'organisent les couloirs, où sont les fenêtres. C'est vraiment la ville portuaire de Rome qui va servir de modèle pour comprendre comment les pièces sont agencées les unes par rapport aux autres. Mas como é que os romanos conseguiram construir edifícios tão monumentais e que tão bem resistiram ao desgaste do tempo? Para responder a esta pergunta é preciso descer o Tibre até à Foz e ir até Ostia, o porto de Roma. Eveline Bukowiecki há muito que se interessa pelas técnicas de construção antigas. É especialista nomeadamente no tijolo cozido, um material resistente à água e ao calor. Um exemplo do engenho romano são estes muros construídos segundo uma técnica muito particular, designada por opus reticulatum. Alors, opus reticulatum, ça vient du mot rete, qui est en fait la description d'un filet. Donc, on peut imaginer le filet qui a ses angles à 45 degrés. Et cette particularité donc, de disposer ces moellons qui sont coupés en forme pyramidale, qui va pénétrer dans le noyau interne, créer ces angles de 45 degrés qui permettaient en fait, de distribuer d'une manière oblique les forces et donc d'avoir en fait, quelque chose d'assez solide. Para consolidar ainda mais a parede, os romanos associaram-lhe o tijolo cozido. E para um reforço ainda maior, entre os dois revestimentos da parede, os romanos vão verter um cimento de sua invenção e chamam-lhe opus caementicium, que mais tarde dará origem à palavra cimento. Trata-se de um cimento de propriedades excepcionais, cujo fabrico permanece, ainda hoje, um enigma. Para sabermos mais, temos de ir até este laboratório do CNRS, instalado numa comenda do século XIII, em Ardèche. Alors, on va prendre la 43. On a fait un carottage de 10 mètres dans une structure portuaire antique à Portus, donc 1er siècle après Jésus-Christ. Ce carottage qu'on a réalisé dans le quai antique nous apporte des informations capitales sur comment les ingénieurs de l'époque construisaient et on essaye de percer le secret de ce ciment romain. Graças a este microscópio digital, Jean-Philippe Guarin está a estudar juntamente com o geólogo Stoil Szapkański a composição deste agregado. C'est un béton qui est naturel et très simple.
et qui dure dans le temps. La preuve, 2000 ans après, le béton est toujours extrêmement solide. Il est très simple au final. Il est composé de 5 éléments. De la pouzzolane noire, la chaux blanche. La chaux, c'est un calcaire qui a été chauffé, qui a été brûlé. Du tuf volcanique, souvent jaune. De la brique ou des tessons romains, très souvent de couleur rouge. Il faut rajouter le 5e élément, qui est l'eau. Et lorsque l'on mixe ces 5 éléments, on obtient le béton hydraulique romain. Seulement, on a perdu le 6e élément, qui est le savoir-faire romain. Le savoir-faire ne s'est pas transmis. Et le coup de main, comme dans une bonne recette de cuisine, a été perdu. Et là, on est en train d'essayer de reprendre ce coup de main. La grande difficulté, c'est que les expérimentations que nous faisons, le ciment que nous faisons aujourd'hui à partir de cette pouzzolane, on ne sait pas s'il va durer 2000 ans. Il faudrait attendre 2000 ans pour savoir si on a trouvé la bonne recette. Com a ajuda das mais recentes tecnologias, os investigadores descobriram a assinatura química dos componentes do cimento romano. O seu bilhete de identidade, digamos assim. Este espectrómetro de infravermelhos revelou nomeadamente o papel fulcral da calcite e, sobretudo, da pozzolana, rica em silicato de alumínio. Estes componentes químicos, uma vez reunidos, conferem ao cimento romano características únicas. Ce béton, il a 2 propriétés exceptionnelles. D'abord, il a une solidité, une longévité hors pair. Et deuxièmement, et c'est peut-être lié à ça, c'est qu'il s'auto-répare. Dès qu'il y a des fissures, on a toujours des fissures dans le béton. À partir du moment où il y a des fissures, l'eau va s'infiltrer, le béton actuel va craqueler. En revanche, ce béton romain, dès qu'il y a des fissures, l'eau entre et elle va entrer en interaction avec cette pouzzolane noire et cette chaux et générer une auto-réparation par des cristallisations de minéraux qui vont venir combler ces petites fissures qui sont en cours de création. C'est les Romains qui ont inventé ça et ils sont géniaux. Hoje, o visitante de Roma pode facilmente ter uma ideia dessa genialidade romana indo visitar o Panteão, o mais bem conservado monumento da Roma antiga. Philippe Fleury interessa-se há muitos anos por este templo dedicado aos deuses romanos. Le Panthéon, c'est un exemple type du génie romain en matière d'architecture. On a mélange des formes, mélange des techniques et innovation. C'est une construction géniale et surprenante. Et puis ce qui est surprenant aussi, c'est qu'elle dure. Elle a résisté au temps, elle a résisté au tremblement de terre, elle a résisté à tout, hein, jusque maintenant. Hein. Os arquitetos do Imperador imaginaram um edifício de concepção revolucionária para a época. Um edifício sobre o qual repousa uma cúpula com 43 metros de diâmetro e 4.500 toneladas. É a maior cúpula sem betão armado jamais construída no mundo. Como é que os romanos conseguiram realizar esta proeza? Le secret de la solidité du Panthéon, c'est d'abord l'épaisseur de ces murs. La rotonde a des murs qui, à la base, font quasiment 8 mètres d'épaisseur. Ensuite, c'est la technique même du béton. De chaque côté du mur, on a un parement de briques, et entre ce parement de briques, on a ce qu'on appelle le ciment romain, le béton romain. Ensuite, le secret, c'est la coupole. La coupole qui est la plus grande coupole en maçonnerie construite dans l'Antiquité, qui d'abord s'amincit
au fur et à mesure que l'on s'élève et qui est faite de couches de béton avec des agrégats de plus en plus légers. Si bien que tout à fait sur l'anneau supérieur, on a comme agrégat de la pierre ponce. C'est une pierre volcanique qui est tellement légère qu'elle flotte sur l'eau. Leveza. Era isso que procuravam os engenheiros romanos. Os 140 cofres que decoram a cúpula não têm apenas uma função estética, permitem reduzir a quantidade de cimento e, portanto, o peso total. Outra ideia genial foi o óculo de 9 metros de diâmetro que retira várias toneladas à estrutura e impressiona o visitante. Ce qui caractérise les Romains, c'est le pragmatisme. C'est construire les machines qu'il faut, au moment où il faut, pour l'objet qu'il faut, et une organisation quasi militaire sur les chantiers, sur la logistique qui va permettre de construire ces bâtiments. Os imperadores podiam erguer estes monumentos porque tinham à sua disposição uma mão de obra ilimitada, que podia ser usada arbitrariamente. Os escravos. Eram dezenas de milhares os que trabalhavam até à exaustão nos estaleiros, mas também nas minas ou nas pedreiras, nomeadamente de mármore. Tudo para a glória de Roma. Um dos mais belos exemplos é, sem dúvida, o complexo das Termas de Caracalla. Sophie e Philippe estão de regresso às termas. Obtiveram finalmente autorização para descerem ao subsolo deste imenso complexo balnear, elemento central da vida dos romanos. Passavam em média 2 horas por dia neste ambiente faustoso, onde por vezes se cruzavam com o imperador. Desta vez, aquilo que interessa aos dois académicos é a colossal maquinaria destes banhos públicos, situada no subsolo a 6 metros de profundidade. Esta maquinaria nunca foi modelizada cientificamente. Fazê-la reviver permitirá compreender melhor o funcionamento destas termas. Para isso, terão de efetuar uma série de levantamentos. Là, on arrive au niveau des fours qui chauffent le caldarium, c'est ça? Voilà, à partir de maintenant, on est vraiment sous le caldarium. D'accord. Bon, là, on va arriver dans un endroit un petit peu plus difficile. Ça n'a pas été totalement déblayé. Donc, on fasse attention où on marche. C'est ce four-là qu'on va relever? Oui, on va relever celui-là. Il a encore ces marches en bas qui sont bien... Ah oui, il est bien préservé. Hein. Qui sont pas bien oui, qui sont pas mal préservés. Oui, oui. Par contre, il est bouché. En fait, ici, il faut imaginer qu'on voyait un feu qui brûlait. Ah oui, donc on va prendre cette mesure-là et on aura exactement, supposons qu'il a été bien placé au milieu, on aura exactement la largeur de la bouche du four. Bon, bah c'est parti. Laser. La mire. La mire du laser. Bon, alors attends, faut que j'arrive à me caler. Vas-y, je suis sur toi. 0,92. 2,32 m. Donc je confirme 2,32, 32. D'accord. Je vais faire les photos. On va la mettre là si tu veux. Hein? As medições efetuadas serão enviadas aos infografistas da Universidade de Cannes. Moi, je trouve que les thermes sont peut-être un des bâtiments où on appréhende mieux le génie romain. Il faut amener l'eau ici, il faut la chauffer, il faut amener le bois. C'est une véritable usine souterraine pour faire fonctionner ces thermes. Il faut imaginer des centaines d'esclaves pour alimenter les fours. Ces fours, il a fallu les concevoir, il a fallu concevoir tous les couloirs pour que les charrettes puissent se croiser. Tout le génie de Rome s'exprime ici.
Graças a estes dados, dentro de algumas semanas a equipa do Centro Virtual estará apta a revelar como se processava o trabalho no subsolo desta estrutura gigantesca. Quelques rondins ici, de chaque côté. Na época imperial, Roma tinha cerca de 1 milhar de termas. E havia também fontes por todo o lado. A água corria permanente e abundantemente. Era um sinal exterior de requinte, de riqueza e de poder. Garantir o seu abastecimento era um importante desafio. As colinas da região de Bracciano eram na época um local estratégico. Roma fica a 60 quilómetros a sul. Dai, Ilario, vai prima tu. No subsolo, a alguns metros de profundidade, estende-se uma rede tentacular de galerias. Ok, arrivo. É este o terreno de investigação de Marina Marcelli, arqueóloga. Em todas as suas descidas, há um espeleólogo que garante a sua segurança. Estamos no interior do Aqueduto de Trajano, construído pelo imperador no ano 109 d.C. e ainda em atividade. Questo acquedotto è un'opera ingegneristica pazzesca, è scavato quasi tutto sottoterra, parte a cavo libero, parte in galleria e solo in alcuni tratti su sopraelevazioni. Ilario, quanto pensi che manca al prossimo pozzo? Ah, ok, perché dovremmo vederlo tra poco, perché sono circa 35 metri. E qui c'è il pozzo, là il secondo pozzo. Ogni squadra si cala da uno di questi pozzi, quindi loro si calavano dai pozzi e si incontravano a metà strada e univano le due opere. Le pareti e il pavimento sono interamente ricoperti di una malta molto resistente, impermeabilizzante, la malta idraulica, che noi chiamiamo coccio-pesto perché dentro ha tritati mattoni. Marina Marcelli procura ter uma ideia precisa da rede de captação imaginada pelos romanos. Pois aqui, na fonte, escavaram várias dezenas de galerias secundárias, algumas com 12 km de extensão, para recolher a água dos lençóis freáticos. Trata-se de um verdadeiro labirinto do qual Marina apenas explorou um terço. Qui vedi che l'acqua è molto più limpida perché siamo più vicini alle sorgenti. Vediamo come l'acqua filtra alla base delle mura attraverso delle bocchette aperte nella parete, raccogliendo le acque che sono in percolazione nella terra dietro. Abbiamo sia studi di ricognizione sul territorio, sicuramente facevano le prove, scavavano, sia questi li chiamavano dei rabdomanti, avevano questa specie di bacchette di legno che loro dicevano che erano in grado di trovare le sorgenti d'acqua. Ora, se questa è leggenda o verità non lo possiamo dire, però sicuramente le trovavano, perché qui intorno al lago di Bracciano parliamo di centinaia di sorgenti sotterranee che vengono raccolte da questi canali scavati sottoterra, quindi un sistema veramente complesso ed elaborato che funziona ancora oggi, e questa è la cosa più sorprendente.
2000 anos decorridos sobre a sua construção, a água continua a fluir ao longo de um declive de 2% através do campo romano, quase sempre em canais subterrâneos, para reaparecer à superfície 57 km mais a sul, em Roma, na colina de Janículo. No auge do seu poderio, Roma contava com 11 aquedutos que traziam água até à capital. O mais longo, o Aqua Marcia, tinha 91 km. As condutas eram sobretudo subterrâneas. Os romanos foram os primeiros a construir uma tal rede de abastecimento de água. 20 séculos mais tarde, 2 estão ainda em atividade: o Aqua Traiana e o Aqua Virgo. Para encaminhar a água, o engenho dos romanos não tinha rival. Sobre estes arcos, não havia um aqueduto, mas sim 2. O Aqua Claudia e o Aqua Anio Novo, que forneciam 20% da água que abastecia Roma. Os 2 aquedutos separavam-se na Porta Maior, uma das monumentais entradas na Roma Imperial. A água podia finalmente ser distribuída pelas 1200 fontes da capital, pelas termas, pelas 4000 latrinas e por uma centena de residências privadas. Em Roma, a água nunca parava de correr, transbordava das fontes e acabava nas ruas ou nos esgotos. Por outro lado, os pisos superiores das ínsulas, os prédios coletivos, não estavam ligados à rede. Os seus habitantes tinham de ir buscá-la à rua. Havia fontes por todo o lado. Na Roma Imperial, a alta tecnologia estava presente em todos os aspectos da vida das pessoas, quer para se lavarem, para se alojarem ou para se divertirem. O Coliseu, o mais famoso dos monumentos da capital, será a montra da engenharia romana. O anfiteatro foi um dos primeiros monumentos a ser reconstituído pela equipa de Cannes. Quand on a travaillé sur le Colisée, on a été chercher tous les indices, les textes, les sources archéologiques qui permettent de comprendre comment les spectateurs pouvaient être protégés du soleil. Ces bandes de pierre sont un des derniers vestiges du fameux vellum dont on parle dans les textes, qui est le système de protection contre le soleil. Sans le vellum, les spectateurs n'auraient jamais pu rester toute la journée à regarder le spectacle. Alors aujourd'hui, on n'en a plus que 5, mais dans l'Antiquité, il y en avait 160 bornes aussi massives que celle-ci, qui faisaient tout le tour de l'édifice de spectacle. Et les bornes, entre chaque borne, on installe un treuil. Ces treuils vont remonter jusqu'au tout en haut du Colisée. Les treuils vont remonter jusqu'aux consoles que l'on voit là-haut. Et aujourd'hui, quand on dit le Colisée est majestueux, il est énorme, mais il nous manque une sacrée hauteur parce qu'il y avait 20 mètres. Les mâts qui se fichaient en haut du Colisée faisaient 20 mètres de haut, ce qui donnait quasiment un 4e étage. Et c'est sur ces mâts, tout là-haut, qu'étaient installées les toiles que l'on déployait en quelques minutes pour faire de l'ombre sur 50 000 spectateurs. Par contre, ce que l'on voit bien, c'est toutes les cordes qui descendent des mâts, qui dépassent bien du Colisée, jusqu'à la nôtre corde qui est suspendue à peu près à 25 mètres au-dessus du niveau de l'arène. Et là, en quelques minutes, ça va être extraordinaire, on va voir les toiles se déployer. On sait que ça pèse à peu près 80 tonnes. Il faut 500 personnes pour manœuvrer le vellum. Ah, c'est vraiment incroyable. On a presque déjà vécu un spectacle, alors que le véritable spectacle de gladiateurs n'a pas encore commencé. Ce qui nous a intéressés dans le Colisée, c'est de comprendre toute la machinerie,
qui fait que cet endroit était magique, que le spectacle était permanent, qu'il y avait des surprises pour les spectateurs. On a des effets de surprise tout d'un coup sur la scène. Une trappe va s'ouvrir, les décors vont monter, un animal va surgir. Tout est fait vraiment pour qu'ici, il y ait de la magie dans la magie, du spectacle dans le spectacle. E em matéria de tecnologia, há algo ainda mais impressionante. A algumas dezenas de metros do Coliseu, as escavações puseram à descoberta um edifício extraordinário que os arqueólogos, orientados por textos antigos, procuravam desde há 6 séculos. Até ao dia em que Françoise Villedieu o descobriu, em 2009, na colina do Monte Palatino. La salle à manger de Néron se trouve derrière ces arbres, dans l'angle, complètement ensevelie dans les remblais de cette grande terrasse artificielle. Elle est toute à droite là. À droite, juste derrière les arbres. Trata-se da sala de jantar giratória de Nero, uma sala de magnificência mítica, sobrelevada a uma vintena de metros e da qual falava Suetônio, um autor do século I depois de Cristo. Esta sala, escrevia ele, girava de dia e noite sobre ela própria, imitando o movimento do mundo. Cette salle à manger tournante construite par Néron est un petit bijou de technologie. Elle est exceptionnelle par sa taille, par sa hauteur et par tout le mécanisme caché sous le soubassement de la salle à manger, dans le soubassement, qui permet aux invités de Néron de dîner en compagnie de l'empereur, comme dans un restaurant panoramique. Et en même temps, les invités de Néron, qui ne savent pas comment ça fonctionne, ils arrivent, la salle à manger bouge, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Et tout est caché dans la partie technique qui est en dessous et qui est complètement invisible. C'est du jamais vu, c'est exceptionnel. Voilà, le principe de fonctionnement de la salle à manger, c'est celui du moulin à eau, tout simplement. Un canal amène l'eau sur une roue à aube, et la roue à aube tourne en permanence et elle entraîne toute une série d'engrenages qui eux-mêmes vont engrener sur le plateau tournant, posé sur un système de roulement à billes. C'est ça aussi qui est extraordinaire, ce type de roulement à billes. Voilà, et la salle à manger tournante entre dans cette envie de système qu'on appelle aujourd'hui high-tech. Graças à tecnologia, os banquetes do imperador transformam-se num espetáculo assombroso. Havia órgãos hidráulicos que apareciam como por magia, músicos e bailarinos, e ainda mais impressionante, autómatos que emergiam dos seus alçapões. Sabemos, graças aos escritos da época, que serviam aos convivas vinho cortado com água, uma mistura muito apreciada na antiguidade. Este autómato foi o primeiro robô construído pelo homem. Aconteceu na Grécia, no final do século III a.C. Existe uma réplica desse robô no Museu das Tecnologias Antigas, em Atenas. So, this is our museum's treasure. It's the automatic servant of Philo from the 3rd century BC. Now, let's have a look inside the first humanoid robot in human history. Inside the robot's chest, we can see 2 separate containers. One is filled with wine and the other one is filled with water. Under them, you can see the pipes connecting the two, but they also connect them with a jug on the front. Now, guests would simply have to place their cup on its hand, and automatically the jug would start pouring out wine. It would serve us with wine. But whenever the wine reaches the middle of our cup, the wine flow automatically stops and it starts pouring out water. Whenever the guests wanted, they could simply take their cup off and automatically the servant would stop. Engenhoso sistema de pistões e de molas permitia verter sucessivamente os 2 líquidos.
Em Cannes, após 6 meses de trabalho, a reconstituição das caves das termas de Caracalla está por fim concluída. A representação vai ser projetada na sala imersiva do Centro de Realidade Virtual. Voilà, c'est bon, ils sont chargés. Ah merci, c'est parfait. On y va directement comme en réalité. Desta vez, Sophie e Philippe convidaram os colegas da Universidade de Lyon. Allez, tu nous emmènes dans les termes? Ouais, c'est parti. Donc à ma hauteur. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on est dans la partie qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut venir ici, enfin dans l'état de ruine bien entendu. Mais on va se diriger vers une partie pour laquelle il faut une autorisation spéciale. C'est la partie technique sous les thermes. Et là on descend, deuxième Voilà, on volet. descend, alors forcément maintenant on arrive dans des endroits qui sont, très obscurs. Bon, on peut tout de suite aller voir les couloirs de stockage et d'acheminement du bois. É a primeira vez que os bastidores das termas de Caracalla são revelados em 3 dimensões, com uma precisão assombrosa. A maquinaria do subsolo volta a ganhar vida. Ce qui serait bien, c'est que tu nous montres le four pour lequel on a fait le relevé précis. Il est à gauche, c'est ça? Oui. Celui dont on a fait le relevé, c'est Sophie, celui-là, tu voulais voir, c'est celui-là. Ouais. Ouais, c'est celui-là qu'on a pris. Celui qui est juste là. D'accord. C'est un de ceux sur lesquels on mesure le mieux la dimension exacte du four. Parce qu'on avait du mal à comprendre quelles étaient les grandes dimensions. L'escalier, ça se mesure facilement. Par contre, la mesure exacte de la bouche du four, sur celui-là, elle est bien visible. Ce qui était très intéressant pour nous, c'est de comprendre la taille de ces fours, ce qui nous donne ensuite la possibilité d'estimer la quantité de bois qui va brûler. Et tout ça, ce sont ces relevés, ces études qui nous permettent d'avoir des données techniques importantes sur la manière de produire la chaleur, de produire le service aux baigneurs. A modelização fez aparecer 49 fornos. D'un point de vue scientifique, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre d'où vient cette chaleur, comment l'eau est chauffée. C'est toute une magie du génie romain qui d'un coup devient concret. Et c'est comme un mystère, un voile qui s'en va et qui nous permet de mieux appréhender cet ensemble des termes de Caracalla. Os romanos deixaram-nos uma herança imensa. Os trabalhos científicos de Sophie Madeleine e Philippe Fleury permitem-nos compreender melhor este gênio romano, as suas técnicas, os seus monumentos que continuam hoje a maravilhar-nos. Quando lançaram a ideia de construir esta Roma virtual, com base na preciosa maquete de Paul Bigot, poucos acreditaram neles. No entanto, após 30 anos de pesquisas, mais de 80% da Roma antiga foi modelizada. Hoje, a sua planta de Roma em 3 dimensões é uma referência no mundo científico.